Il y a 4 manières fiables pour déterminer si oui ou non tu te trouves en endurance fondamentale durant tes entraînements. Ces méthodes varient grandement selon ton budget et ton niveau d'entraînement. Et dans cette vidéo, on va les passer en revue une à une pour t'aider à améliorer la qualité de tes séances d'endurance fondamentale. Mais avant ça, je dois te parler des 3 méthodes que je vois souvent utilisées, mais qui malheureusement risquent de fausser tes valeurs pour tes séances d'endurance ou de zone 2 et qui peuvent engendrer une fatigue plus importante alors que ces entraînements devraient rester très faciles. Le point commun de ces 3 méthodes à éviter, c'est qu'elles se basent toutes sur des valeurs fixes, c'est-à-dire des valeurs absolues qui ne vont pas bouger au fur et à mesure de tes progrès, de ta carrière, alors que toute mesure d'intensité d'entraînement devrait pouvoir évoluer avec toi au cours de tes progrès athlétiques et sportifs. La première mesure à éviter, c'est celle qui est la plus souvent utilisée et c'est celle qui est basée sur des pourcentages de fréquence cardiaque maximale. Si tu veux en apprendre plus sur la FC Max, j'ai écrit un guide complet à ce sujet que tu peux retrouver sur mon site upsidestrength.com. Mais pour te donner un résumé simple, la FC Max ne devrait jamais être calculée et même si elle est mesurée à l'effort, on ne peut pas baser un pourcentage fixe pour déterminer l'endurance fondamentale. On voit souvent 70 ou 70% de la FC Max comme valeur de référence pour la zone 2, alors que dans la réalité, on peut voir des valeurs entre 55 et 85% de la FC Max comme valeur haute pour l'endurance fondamentale selon les participants, selon la modalité d'entraînement et selon le niveau de ces derniers. Une autre valeur fixe qui ne fonctionne pas pour l'endurance fondamentale, c'est le pourcentage de VMA ou de PMA. VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobie, PMA, puissance maximale aérobie. Et le problème avec ces notions, c'est que le nom est trompeur. Vitesse maximale aérobie n'a rien à voir avec un paramètre physiologique. C'est tout simplement le score ou le palier de fin que tu atteins sur un test progressif qui est fait pour déterminer cette VMA. Là où cette valeur est utile, c'est pour planifier des entraînements de haute intensité, du fractionné, qui va être proche de cette valeur de fin sur le test. Mais cette VMA n'était jamais faite pour déterminer ce qui se passe à basse ou même moyenne intensité, étant donné que selon le profil de l'athlète, on peut avoir des différences de pourcentage assez importantes, que l'on parle de zone 2, zone 3 ou même de zone 4. Donc on évite d'utiliser les pourcentages de VMA ou de PMA pour déterminer l'endurance fondamentale. La troisième méthode qu'on va éviter, c'est celle de se baser sur une vitesse ou une puissance fixe. Par exemple, de dire tu dois faire ton endurance fondamentale à 12 km/h. Parce que 12 km/h, pour certains, ce sera de la zone 2, pour d'autres, ça peut être de la zone 4. Encore une fois, selon ton niveau d'entraînement, tes progrès, etc. Donc pour résumer, on veut éviter les valeurs absolues, les valeurs fixes, même si elles sont exprimées en pourcentage, ce ne sont pas de bons moyens pour déterminer l'allure ou la puissance de l'endurance fondamentale. Mais avant de te partager les 4 manières qui fonctionnent pour déterminer si oui ou non tu te trouves en endurance fondamentale, sache que je t'ai préparé une mini formation gratuite en 4 vidéos pour t'aider à mieux comprendre les zones d'entraînement et optimiser tes séances et ta planification en endurance. Tu peux simplement cliquer sur le lien dans la description pour y accéder. Maintenant, parlons des 4 manières de savoir si oui ou non tu te trouves en endurance fondamentale. On va commencer par celle qui demande le plus grand budget et qui est certainement réservée aux plus expérimentés. Et on passera ensuite vers des méthodes extrêmement simples que tu peux utiliser dès aujourd'hui sans matériel de manière extrêmement simple. La première méthode, ça va être d'effectuer un test d'effort durant lequel on va mesurer différents paramètres physiologiques ainsi que ton allure de course ou ta puissance à vélo. On va mesurer par exemple le lactate, l'oxymétrie musculaire ou les échanges gazeux, ce qui va nous permettre de déterminer ce qu'on appelle des seuils. Les seuils, c'est des points de transition dans le fonctionnement de ton corps vis-à-vis de l'intensité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir départager la basse, la moyenne et la haute intensité à l'aide d'un test d'effort. Bien entendu, ces résultats vont être spécifiques à la modalité du test. Si tu fais un test en vélo, les valeurs seront applicables en vélo et si tu fais un test en course à pied, les valeurs seront applicables, tu l'as deviné, en course à pied. Encore une fois, ces tests d'effort demandent un certain investissement, mais si tu t'entraînes sérieusement et que tu as des objectifs de performance, ça peut vraiment t'aider à calibrer tes séances et à optimiser ton approche à l'entraînement dans la durée pour éviter la surcharge et pour maximiser tes gains. La deuxième approche qui est beaucoup plus accessible requiert
requiert l'utilisation d'une ceinture de fréquence cardiaque. Et oui, je t'ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas se baser sur des pourcentages de fréquence cardiaque. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qu'on appelle la cinétique de la fréquence cardiaque ou la manière dont la fréquence cardiaque évolue au cours d'une séance d'entraînement. Pour ça, il te suffit de faire une séance d'endurance fondamentale à allure constante et idéalement sur un terrain plat si tu es en course à pied ou à puissance constante si tu es sur un vélo. Et une fois que ton corps est bien échauffé, à peu près à la 10e minute, tu vas regarder comment ta fréquence cardiaque évolue entre, disons, la 10e et la 40e, 50e ou 60e minute de l'entraînement selon la durée de ta séance. Si tu es véritablement en endurance fondamentale, on devrait voir une fréquence cardiaque qui reste plate entre cette 10e minute et la fin de ton entraînement. C'est-à-dire qu'on ne veut pas voir de dérive cardiaque ou de fréquence cardiaque qui monte vers le haut alors que ton intensité d'effort, ton allure de course reste la même. Bien entendu, d'autres facteurs peuvent influencer cette dérive cardiaque comme par exemple la chaleur. S'il fait très chaud dehors, même si tu cours en endurance fondamentale, tu risques de voir une dérive cardiaque. Donc, fais cet entraînement dans un environnement contrôlé si tu peux. Et sur plusieurs jours, tu peux faire plusieurs séances d'endurance fondamentale, mesurer ta dérive cardiaque et déterminer quand est-ce que cette fréquence cardiaque commence à monter progressivement sur la séance et tu sais à ce moment-là que tu n'es plus en endurance fondamentale. Mais si tu n'as même pas un cardio-fréquence-mètre, il y a deux autres moyens de déterminer si oui ou non tu es à basse intensité pour tes séances de zone 2 ou d'endurance fondamentale. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle le talk test ou le test de la parole, c'est-à-dire que si tu peux maintenir une conversation durant ton entraînement, il y a de grandes chances que tu sois en endurance fondamentale. La raison derrière ce test est simplement que lorsque tu sors de la basse intensité, ton corps va commencer à produire un petit peu plus de dioxyde de carbone, de CO2, et c'est ce CO2 qui va te forcer à respirer un petit peu plus fort et qui va t'empêcher de parler ou en tout cas de faire de grandes phrases ou de maintenir une longue conversation au téléphone ou avec quelqu'un avec qui tu fais cette séance d'endurance. Et finalement, le meilleur moyen de déterminer si tu es en endurance fondamentale, c'est une mesure que beaucoup de gens ignorent, mais à tort à mon avis, parce que c'est une mesure qui est extrêmement robuste au niveau scientifique, qui a été étudiée et validée depuis plus de 30 ans maintenant et qui peut être utilisée au niveau de différents intervalles sur un entraînement jusqu'à la quantification de charge globale sur une année d'entraînement. Et cette mesure, c'est celle du RPE ou l'évaluation de l'effort perçu. RPE en anglais veut dire Rating of Perceived Exertion et c'est une mesure extrêmement fiable que tu peux utiliser pour quantifier ta charge interne. Alors bien entendu, si tu ne l'as jamais utilisé, ça prendra un petit peu de pratique, mais essentiellement lorsque tu fais ton endurance fondamentale, tu veux respecter un RPE de 2 à 3 pour la majorité de tes séances. De temps en temps, tu peux t'aventurer sur du 4, voire du 5, mais sache que sur le 4 et 5, tu risques de progressivement sortir de ta zone d'endurance fondamentale. Donc pour la majorité du volume à basse intensité que tu veux effectuer, respecte une intensité sur 10 de 2 à 3. Sur ces intensités, tu n'auras aucune accumulation de fatigue dans les jambes, tu n'auras aucun problème à parler et encore une fois, ta fréquence cardiaque restera bien plate sur toute la séance. Si tu veux en apprendre plus sur le RPE, je te partage ces petits bouts de présentation que j'ai effectués sur le sujet afin que tu puisses mieux comprendre cette mesure et à quel point elle est robuste pour tes entraînements.